Je me présente, je suis Germain Gulsgoff, je dirige le cabinet Verso Consulting. J'arrive de Martinique, je repars après-demain à La Réunion où je réside. Donc je suis venu soigner mon bilan carbone à Nantes quelques jours. Et Verso a rejoint l'Alliance Data Publica pour constituer, comme vous pouvez le voir, Data Publica Outre-mer, puisque ce sont des Outre-mer français que je vais vous parler au sens large. Alors, on va commencer, on ne va pas parler de data tout de suite, on va parler de géographie d'abord, pour rafraîchir un peu les esprits et se rappeler que les Outre-mer, c'est un peu comme la salle, c'est un peu clairsemé, un peu partout. Beaucoup, évidemment, dans la Caraïbe. Quand on pense Outre-mer, on pense plage Palmier d'abord, avec la Martinique, la Guadeloupe, un peu la Guyane, on pense fusée, on pense Réunion et randonnée. Et puis, il faut penser aussi volcan. On en a 2 actifs à La Réunion et en Guadeloupe. Un plus ou moins endormi, mais c'était quand même la plus grosse catastrophe de l'histoire de l'humanité avant le tsunami à la Martinique. Il y a un volcan qui émerge sous Mayotte en ce moment et qui provoque pas mal de séismes. On a quelques cyclones de temps en temps, à peu près tous les 10 jours en période cyclonique. Et en Martinique, je peux vous dire que c'était humide jusqu'à hier. On a également quelques dengue, Zika, chikungunya, qui sont les nouveaux produits qu'on exporte après le rhum et la banane vers la métropole. Il y a eu 24 cas de chikungunya autochtone à Bordeaux déclarés fin août. C'est la première fois que ça arrive. Donc ce sont des maladies tropicales qui commencent à arriver sur l'hémisphère nord et dans le pourtour méditerranéen, ça remonte même jusqu'à Dijon. Les Outre-mer, vous le voyez, ils sont loin, 8 à 10, 15, 20 000 km des centres de décision du continent. Et ils se situent aussi assez bien positionnés finalement sur la carte des câbles sous-marins. Donc finalement, on est quand même pas trop mal interconnectés. Alors c'est compliqué de les représenter ici. Alors pour simplifier, on va faire ça. Vous voyez que ce sont des territoires qui, on parlait hier avec le représentant de la Corse, des difficultés de connexion sous-marine. Ce sont des territoires qui sont assez bien connectés. On a investi considérablement dans la connexion, puisque, comme pour les approvisionnements, on dépend évidemment à 75-90% pour certaines îles des approvisionnements extérieurs, bien dans les Outre-mer pour la donnée, aussi bien pour l'importer que pour l'exporter, si tant est qu'on en exporte un peu. On dépend de l'extérieur. Les Outre-mer, ils ont une particularité, et c'est aussi pour ça que j'interviens devant vous ce matin, c'est qu'ils ont des caractéristiques qui sont intéressantes quand il s'agit de mettre en œuvre ou de développer des projets expérimentaux, plus ou moins. On va y revenir, parce que les Outre-mer, ce sont aussi évidemment des situations géographiques particulières, avec certaines contraintes, et puis il y a d'autres caractéristiques. En termes de taille, de population, ils représentent aussi des masses critiques qui permettent de faire des choses grandeur nature. Ça va être important de revenir dessus ce matin, de se dire qu'on peut tester grandeur nature et faire dépasser de loin la preuve de concept sur certains projets de R&D ou d'innovation. Ils sont aussi, grâce à tous les soutiens publics, il faut le dire, dont on bénéficie, très bien équipés en équipement de santé d'abord. Quand vous passez une IRM, vous appelez, on vous demande quand est-ce que vous êtes libre. C'est quand même pratique. Ce n'est pas forcément le cas en métropole tout le temps. En équipement également de connexion numérique. La Réunion a été le premier département intégralement couvert par le réseau GSM avant la mise en service du premier téléphone portable. C'est aujourd'hui l'un des départements les plus fibrés de France, y compris dans le cercle de Mafat, où on vient à Capier en hélico, pour ceux qui font de la rando et qui connaissent la Réunion. En Guyane, on a évidemment un centre spatial bien connu, et en Martinique, on a un cyclotron dernier cri qui est 10 fois plus puissant que les cyclotrons de métropole, qui permet d'avoir un champ beaucoup plus large d'analyse et qui intéresse de très près les Américains sur le traitement cancéro. Donc vous voyez qu'on a quelques équipements. Mais on a d'autres caractéristiques que les équipements et les financements. On a aussi une culture particulière, celle de l'adaptation. On est obligé d'innover en permanence, de s'adapter, parce que, évidemment, tout est plus compliqué, tout est plus loin, tout est plus cher. On dit souvent qu'il faut être fou pour entreprendre en Outre-mer. Mais du coup, ça a quand même permis de cultiver cette culture d'adaptation. Et puis, on a une autre particularité, c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais on a la culture de l'intelligence collective et de l'intelligence territoriale.
on est obligé de travailler les uns avec les autres, on est obligé d'être tous interdépendants, et en particulier le secteur public et le secteur privé. On parle beaucoup de data publique. Ce matin, moi, je vais vous parler de quelques projets qui mixent un peu les deux, les acteurs privés et les acteurs publics, au service du territoire, parce qu'on a tous les dimensions territoriales dans la tête quand on réfléchit développement et projet. Alors, je vais vous parler rapidement ce matin de plusieurs projets qui nous paraissaient utiles de partager avec vous, qui sont des projets qui ont fonctionné. Je vais aussi évoquer deux projets qui fonctionnent bien moins, qui sont un peu des échecs dont on tire quelques conséquences aussi, dans différents domaines, qui évidemment peuvent être d'intérêt aussi pour l'Hexagone. Le premier sujet dont je vais vous parler, c'est un projet qui a été initié en 2015 pour commencer à traiter de la data publique. On a commencé par le plus simple, on a pris la santé. Et la Réunion a été l'un des territoires lauréats, l'une des 5 régions pilotes. On est à Nantes, la capitale de la e-santé, s'il en est. Ça a été l'un des 5 territoires pilotes sur le territoire de soins numériques, l'appel à projet territoire de soins numériques. On a eu une enveloppe conséquente, 19 millions d'euros, pour mettre en place des projets innovants liés au traitement de la donnée de santé, avec 3 grands axes. La prévention, dans un premier temps, donc développer des outils numériques de sensibilisation des populations et de prévention sur un certain nombre de préoccupations de santé. La coordination des parcours de soins, coordination globale en fédérant médecine de ville, médecine libérale, profession paramédicale, administration, collectivité, autour d'une prise en charge globale des patients. Ça, c'est ce qui est évidemment de plus compliqué, avec 4 pathologies cibles, et pas des moindres, qui sont des pathologies particulièrement importantes dans l'océan Indien et dans le milieu tropical en général. Le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances rénales chroniques et les insuffisances cardiaques chroniques. Donc 4 pathologies très importantes sur lesquelles se sont développées ces 7 dernières années d'importantes applications. Et bien sûr, on a beaucoup parlé tout à l'heure d'open data, d'observation, justement, des outils d'observation de la santé publique liés aux données de vie, aux données de nutrition, aux données de mobilité, aux données d'aménagement, qui permettent de faire du prévisionnel sur un certain nombre de pathologies et par exemple de prédire quelques semaines avant que ça n'arrive des cas des épidémies de conjonctivite. Alors vu de la métropole, ça a l'air de rien, mais nous, quand on n'a pas de médicaments en stock dans les pharmacies, qu'on est en rupture, il faut faire venir un avion. Et donc si on peut le prévoir 3 semaines avant, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, on arrive à le faire. Ce projet-là, il s'est évidemment pas fait tout seul. Les données de santé, c'est particulièrement sensible. Ça a été évoqué dans la table ronde précédente. Et pour ce faire, il y a eu des axes de travail à la fois sur le soft, je l'évoquais, sur les applications, sur le hard. Il y a une fibre noire qui a été spécifiquement dédiée aux données de santé sur l'intégralité du territoire. Il y a 2 data centers souverains qui ont été construits dans les hôpitaux en réplication pour héberger ces données. Et puis il y a eu surtout une concertation très importante avec la population pour embarquer à la fois les professionnels, et je pense que d'ailleurs c'était plus difficile d'embarquer les professionnels que les patients dans le sujet, pour être honnête. Mais il y a eu des acteurs dont on ne parle pas beaucoup, qui ont eu un rôle très important et qui, dans les Outre-mer, jouent un rôle important. Ce sont les conseils économiques et sociaux et les conseils de la culture et de l'environnement qui nous ont aidés beaucoup à mettre au point la charte éthique, à travailler avec l'ordre des médecins pour permettre que la société civile adhère au projet. Et aujourd'hui, on a 3000 professionnels connectés à ces applications sur le territoire, ce qui est assez important. Et on permet de générer, c'est pas neutre, plus de 10 millions d'euros d'économies de dépenses de sécurité sociale au bout de 3 ans de mise en service du projet. Donc 19 millions, 30 millions en 3 ans, c'est rentable. Une autre thématique d'intérêt pour vos territoires, pour l'ensemble de la métropole, c'est cette question de la résilience, qui est un terme un peu tarte à la crème aujourd'hui, mais qui, dans nos territoires à nous, prend vraiment tout son sens parce qu'on est surexposé, comme je le disais, aux aléas climatiques et aux risques liés au changement climatique en général. Plusieurs dynamiques en cours. Dernièrement, on accompagne des plans climat sur des intercos. Le dernier que j'ai fait, c'était pour les terres australes et antarctiques françaises. Alors, c'est un petit peu particulier. Mais il y en a d'autres dans des intercos. Et la loi, maintenant,
incite les collectivités à ce que les plans climat soient liés à la planification de l'aménagement. On a des SCOT AEC, SCOT Air, Énergie, Climat. Et on a beaucoup poussé dans l'accompagnement qu'on a fait la collectivité à intégrer justement les données d'observation, pas seulement pour faire son rapport de diagnostic et ses prévisions et ses scénarios, mais également pour piloter son PCAET, pour intégrer les données d'observation justement climatiques, notamment liées aux contraintes marines, à la houle, aux cyclones, pas seulement aux effets, aux aléas conjoncturels, mais aux effets permanents. On a une montée des eaux sur une ville que je connais bien où en 2100, c'est pas loin 2100, et quand on fait de la planification d'aménagement, on raisonne à 30-40 ans, eh bien en 2100, l'eau sera 2 rues plus loin que le quai aujourd'hui. Et donc, évidemment, ce sont des sujets extrêmement délicats à traiter sur le plan technique et sur le plan de la planification. Mais quand vous dialoguez avec les acteurs économiques du territoire et que vous leur dites ça, ils raisonnent en prix au mètre carré du foncier commercial et ça a un petit impact. Donc, ce sont des choses qui... On a pas mal de résistance, mais petit à petit, c'est pris en considération. Et le croisement de ces données-là, qui sont des données d'observation des centres de recherche locaux, de l'université, de l'Observatoire de l'air et de l'énergie, etc., sont mises à contribution pour construire et piloter, surtout, ces plans climat. Toujours dans l'aménagement, un projet, des projets plutôt qu'un projet, on a un sujet normatif sur le bâtiment et l'aménagement dans les Outre-mer qui sont très souvent inadaptés, normes conçues pour l'Europe continentale et l'hémisphère nord, alors que la plupart d'entre nous sont en partie intertropicales. Et depuis de nombreuses années, il y a des travaux sur ces sujets-là pour adapter ces dispositifs. Ces travaux-là sont des travaux normatifs, techniques, mais il y a également de plus en plus de bâtiments instrumentés. Le premier, il est plutôt ancien, c'est un amphithéâtre qui date de 2008 et qui faisait partie des 30 bâtiments suivis H24/7/7 par l'Association internationale de l'énergie qui est basée à Vienne pour observer le comportement du bâti en milieu tropical lié au brouillard salin, au vent cyclonique, évidemment à la chaleur et aux différents aléas. Et aujourd'hui, cette pratique qui donc date de 2008, elle est en train de se développer à l'échelle de quartiers entiers qu'on instrumente pour regarder, observer le comportement du bâti, également faire adhérer les usagers, les habitants pour voir avec eux comment on peut intégrer des innovations dans l'aménagement, dans le bâti, dans la végétalisation de l'espace urbain, et pouvoir ensuite, progressivement, intégrer dans la commande publique ces innovations. Ça, ce sont des projets qui se font évidemment sur la longue durée, sur lesquels il y a peu de moyens. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. C'est essentiellement du dialogue, de la concertation. Quand il faut aller poser des IoT sur les bâtiments, ça coûte un peu d'argent, mais globalement, ce sont des choses qui sont relativement light, mais qui relèvent essentiellement de la concertation entre les parties prenantes, les professionnels, les aménageurs, les architectes, les constructeurs, les promoteurs, évidemment les chercheurs, mais et les collectivités. Et dans les collectivités, pas que la direction de l'aménagement, la direction de l'habitat, la direction de la planification, la direction des marchés publics. Et c'est là qu'on innove un peu, c'est qu'on arrive, du fait qu'on est dans des territoires assez petits et on se connaît assez facilement, on arrive à mobiliser les décideurs sur tous ces sujets-là. Bien évidemment, la résilience, c'est la prévention des catastrophes naturelles. J'aurais presque dû commencer par là. Et c'est au cœur de nos préoccupations permanentes. C'est pas nouveau qu'on subit des cyclones, évidemment, et pas que des cyclones, différents séismes. Que dire de nos voisins, les pauvres malgaches, les haïtiens? Dès que vous avez un cyclone qui descend sur la Caraïbe, en général, juste avant d'arriver sur la Martinique, il tourne et puis il va taper Haïti. C'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. Et la Guadeloupe, on a subi quelques-uns ces dernières années aussi très forts et très importants, qui ont eu beaucoup d'impact. Et du coup, il y a des projets qui se mettent en place à l'échelle régionale. Quand je dis régionale, là, c'est l'échelle bassin Caraïbes, bassin océan Indien, bassin Pacifique,
avec notamment dans le cadre de Territoires intelligents, un projet porté par la Martinique sur justement le croisement des données d'observation climatique aux fins de prévention des catastrophes naturelles, d'alerte des populations, de mise en place de politiques de gestion des risques et d'intervention en cas d'urgence, en particulier avec la Croix-Rouge ou les différents services de protection civile sur le territoire et sur les îles de la zone qui ont évidemment malheureusement pas les mêmes moyens que nous pour traiter ces sujets-là. J'avance parce que le temps passe. Un autre projet à Mayotte, alors des serveurs, des data centers, il y en a dans beaucoup de territoires. Celui-là, il est un peu particulier parce qu'il a été conçu par un groupe de TPE. Ce n'est pas un mastodonte qui est venu le faire, c'est des TPE, un syndicat professionnel. Et il y a eu dès le départ un dialogue avec la collectivité et les administrations, en particulier avec la Sécu et la CAF, pour que le modèle économique intègre dès le départ dans sa conception l'hébergement de données sécurisées de ces administrations. Mayotte, c'est un territoire qui est vraiment très compliqué, à plus d'un titre. Et la question de la rupture de connexion et donc de perte de données était très importante sur ce territoire. Le data center souverain de Mayotte répond à cet enjeu. Dans le domaine de l'énergie, on a permis l'éclosion de start-up. On a un bon écosystème et de bons outils de développement des start-up, dont certaines qui ont pu s'appuyer sur la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique pour développer des systèmes de prévision d'ensoleillement et de croisement des données d'ensoleillement avec les données open data d'EDF et les données des gestionnaires de réseaux électriques dans nos territoires pour gérer en quasi-temps réel le mix énergétique. Vous savez qu'on a un mix énergétique qui est basé sur un peu de thermique, pas mal de photovoltaïque, beaucoup de biomasse, un peu d'éolien, un peu de marin, un peu d'hydraulique. Donc ce mix énergétique, il est compliqué à gérer. Le soleil est évidemment une des premières ressources d'énergie. Encore faut-il pouvoir gérer le flux d'approvisionnement du réseau en quasi-temps réel. Et c'est une start-up ultramarine qui a permis de mettre en place ce type de dispositif. Des projets, je pourrais en citer d'autres parce qu'il y a quand même des choses vraiment intéressantes qui se passent. Le dernier, on en parlera cet après-midi dans la masterclass, la possibilité, grâce à de l'imagerie satellite et de l'intelligence artificielle, de dénombrer la population à Mayotte. C'est un vrai sujet pour la Guyane, pour Mayotte, l'enjeu de la population, de la démographie, pour notamment driver les politiques publiques, pas seulement de sécurité, c'est la première chose auquel on pense, mais bien sûr d'insertion, d'éducation, de construction d'équipements, etc. Quelques échecs quand même, parce qu'on ne fait pas tout que bien dans les Outre-mer. On a dernièrement piloté l'évaluation, c'était évoqué tout à l'heure, d'un gros programme d'insertion multipartenarial, où il fallait croiser les données de la CAF, de France Travail, du département, des établissements médico-sociaux, etc. C'était très intéressant, mais comme rien n'avait été anticipé auparavant, il y avait aucun conventionnement sur la mise à disposition et le transfert des données. C'était le propos tout à l'heure sur le partage. Mais rien n'avait été préparé. La collectivité pilote, rien que pour piloter ces aides à l'insertion, elle a 3 systèmes d'information non interopérables avec des numéros d'identifiants différents pour les mêmes bénéficiaires. Donc on a pu évaluer ce programme, mais en consultant les bénéficiaires, pas en croisant les données, parce qu'en fait, elles ne nous parlaient pas. Donc, premier sujet, anticiper un peu les choses et se coordonner au moment de mettre en place ce type de dispositif, ce qu'on n'a pas fait. Et puis, dans la logistique, le Covid, vous aviez... on est tous allés acheter du papier toilette dans les magasins en courant, mais nous, on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement parce qu'on a 3 mois de stock en produits secs. Par contre, en produits frais, on a eu un problème, c'est que le fret aérien a été multiplié par 6 en 3 semaines, et les yaourts, qui prenaient l'avion à 3,19 € du kilo, ils le prenaient à 24 € du kilo d'un seul coup, parce qu'il n'y avait plus de passagers, c'est les passagers qui payent le fret. On a mis en place des cellules en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe, à Mayotte, des cellules à la préfecture de gestion prévisionnelle des approvisionnements. Et pour ça, il fallait pouvoir d'abord planifier les appros et surtout négocier le tarif de fret avec les compagnies aériennes. Faire atterrir un 747 cargo, ça coûte 400 000 $. Elle est simple. Donc vous voyez qu'il vaut mieux prévoir un petit peu. Mais on n'est pas arrivé.
parce que tout simplement, l'ARS partageait ses données, l'État partageait ses données, mais les opérateurs privés ont refusé de partager leurs données, y compris avec de la confidentialité garantie, parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on voit leur marge, tout simplement. Et donc, on n'a pas fait ça, et résultat des courses, on a eu des déficits d'approvisionnement en produits frais pendant 3 mois, uniquement parce qu'on n'a pas su s'organiser et coordonner nos actions sur ces sujets-là. Alors, quelle conclusion, quel retour d'expérience vous donnez avec ces différents projets en quelques minutes? D'abord, les projets qui ont fonctionné, que j'évoquais précédemment, et encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, finalement, ils ont été initiés de manière un peu spontanée pour répondre à des problématiques particulières des territoires, mais ils n'étaient pas concertés au départ, il n'y avait pas une stratégie supra qui disait on va aller par là et on va mettre les choses en place. Les premières stratégies numériques, pas des stratégies data, elles sont arrivées dans les années 2010 environ, avec les premiers contrats de filière notamment, et elles avaient vocation à stimuler un écosystème qui commençait à se réveiller dans les Outre-mer. Très peu, très faible. On ne prenait pas la mesure de ce qu'on pouvait faire et c'était très orienté application, usage privé et développement de la tech. Ensuite, il y a eu la French Tech qui a stimulé un petit peu tout ça, mais c'était relativement sporadique et on s'appuyait sur des outils aussi d'ingénierie, de formation, de financement qui étaient des outils classiques liés à l'industrie, aux services et à l'innovation. C'est beaucoup plus récemment qu'on a pu mettre en place, et sous l'impulsion de Data Publica en particulier, dans certains territoires. Et La Réunion, je parle beaucoup de La Réunion, ce n'est pas parce que j'y habite, c'est parce que La Réunion, c'est 50% de l'outre-mer en population, en PIB, en chômage aussi, en problème, et que du coup, il y a une masse critique encore plus importante que dans les autres territoires. Donc c'est normal qu'elle ait toujours un peu d'avance sur les autres. Et justement, à La Réunion, il y a un représentant de la région dans la salle, et il y a une stratégie régionale de la data et du numérique qui se structure. Et ce qui est intéressant, c'est que progressivement, les collectivités, la Martinique est en train de le faire, elle commence de la même manière aujourd'hui, les collectivités identifient les enjeux d'intérêt territorial, d'intérêt public, construisent des stratégies data autour de ces enjeux et intègrent la stimulation de l'écosystème local pour lui permettre de participer, de contribuer à ces enjeux. Il y a un vrai sujet de développement endogène dans nos territoires. C'est un mot très fort pour nous, le développement endogène. On a besoin de pouvoir aussi ne pas dépendre de l'expertise extérieure et que l'expertise data puisse se construire progressivement sur le territoire. Et juste un mot pour terminer, enfin deux en réalité, de ce que je voudrais retenir et partager avec vous. La première, c'est que pour développer des projets qui peuvent être relativement ambitieux, relativement conséquents, le projet santé, les projets d'aménagement bâtimentaire, c'est très lourd, très très long. Ça fait 15 ans de travail. Déjà, size do matter, mais pas trop. La taille compte, les territoires, la taille du territoire. Il faut avoir en fait la capacité à projeter un projet sur un territoire sur lequel on va avoir l'écosystème public et privé. Nous, c'est très important d'avoir les deux, qui pourront collaborer ensemble et avoir une masse critique géographique, territoriale, en population, en entreprise, en équipement, qui permettra de déployer ce sujet. Et quand je parle de territoire, c'est un mot qui revient en permanence, c'est que ça, c'est le deuxième aussi enseignement. Il faut dépasser la notion de territoire dans sa circonscription administrative. On raisonne territoire au sens géographique cohérent. Quand je vois le développement des trottinettes électriques chez nous, qui sont impulsées par l'Interco, mais finalement financées par la commune, mais dont les bornes de recharge dépendent d'un syndicat intercommunal, mais pas du même, et que du coup, la trottinette qui est en bas de chez moi, je ne peux pas la recharger sur la borne de l'autre côté de la rue parce que ce n'est pas la même commune, c'est un petit peu aberrant. Et donc, ça, c'est parce que les collectivités concernées n'ont pas raisonné territoire, mais elles ont raisonné circonscription. Et on a vraiment besoin aussi de raisonner territoire au sens cohérence géographique du terme. Voilà en 24 minutes ce qui m'avait été proposé de partager avec vous. J'ai 30 secondes de questions si vous souhaitez intervenir. Je vous remercie.